je suis affligé, je crie à toi, éternel Dieu, car je suis affligé. J'élève mon âme vers toi, ô Seigneur, car tu es ma force et mon bouclier, mon rempart, ma forteresse, mon protecteur. J'élève mon âme vers toi, ô Seigneur, car tu es ma force et mon bouclier, mon rempart, ma forteresse, mon protecteur. Mon pays est divisé et déchiré. Ô Seigneur, au secours, il faut nous unir et nous réunir pour que vienne la paix, pour que vienne l'amour, pour que vienne la joie, pour que vienne la prospérité, la prospérité. Tu es celui qui nous défend, lève-toi et combat pour ma nation. Mon pays est divisé et déchiré. Ô Seigneur, au secours, il faut nous unir et nous réunir pour que vienne la paix, pour que vienne l'amour, pour que vienne la joie, pour que vienne la prospérité. L'éternel Dieu, car c'est bien fait. Sa bonté durera toujours, il est bon. J'aime l'éternel, j'aime l'éternel. Oh oui, l'éternel Dieu, le créateur, mon Père, mon libérateur, j'aime l'éternel, mon libérateur, mon Père, mon et mon sauveur, le grand vainqueur. Mon libérateur, et mon Seigneur, le grand vainqueur. Éternel, attaque ceux qui attaquent la Côte d'Ivoire. Combat ceux qui combattent la Côte d'Ivoire. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée pour la Côte d'Ivoire. Il est le lion de la tribu de Judas. Oh, le prince de paix, l'agneau immolé, la véritable lumière. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Éternel, attaque ceux qui attaquent la Côte d'Ivoire. Combat ceux qui combattent la Côte d'Ivoire.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. On attend que les uns et les autres se connectent et puis on démarre. À tout de suite. Le temps, j'ai longtemps parlé avec le vent, là-bas sur les montagnes. Les anges et les hirondelles s'en vont vers ta bonté divine. Oh, oui. Oh Père, je me suis longtemps égaré. Et toi tu m'as toujours amené vers ton infinie majesté. Te remercier serait injurier. Souffre cependant Seigneur que je te dise merci. En tout cas, il faut remercier. Il faut remercier Sombil parce que c'est une magnifique prière. Et comme on est dimanche, le dimanche 10 mai, je voudrais la dédier à tous et à toutes. Et puis, il faut méditer ces paroles-là, paroles d'humilité, de reconnaissance à Dieu, et puis paroles d'engagement aussi. En tout cas, merci beaucoup. Merci au divin d'avoir inspiré Sombil pour ces très, 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 très belles paroles. Sculpter le temps. J'ai longtemps parlé avec le vent, là-bas sur les montagnes. Les anges et les hirondelles s'en vont vers ta bonté divine. Oh, oui. Oh Père, je me suis longtemps égaré. Et toi tu m'as toujours amené vers ton infini majesté. Te remercier serait injurier. Souffre cependant Seigneur que je te dise merci. C'est magnifique, magnifique. J'ai placé ma foi, ouais. Car il n'y a que toi qui sois digne de louange, ouais. Les ennemis sont tapis dans l'ombre, ils viennent me voir, Seigneur. Prends-moi sous ton aile, car éternel t'as mon rocher. Seigneur, en toi j'ai placé ma foi. Car il n'y a que toi qui sois digne de louange, ouais. Mes ennemis sont tapis dans l'ombre, ils viennent me voir, Seigneur. Prends-moi sous ton aile, car éternel t'as mon rocher. L'espoir fait vivre le pauvre, et la foi fait vivre l'espoir. L'humilité caractérise le sage, et la crainte de Dieu est le début de la sagesse de tout mon être vivre. Et autant de signes si évidents pour nous témoigner de ton amour. Et nous les hommes n'avons cessé de te témoigner notre ingratitude. Comme une belle mélodie dans l'oreille d'un sourd. C'est dans la nature de l'homme de rire quand un bonheur vient à lui, et de s'affliger quand un malheur vient à le toucher. Dis plutôt, Allah a voulu qu'il en soit ainsi, et ce qu'il a voulu est arrivé. Inch'Allah.
bataille au contrôle. Celui qui croit en lui verra son trône. Jéhovah est au contrôle. Celui qui demeure en lui verra son royaume. Merci beaucoup, merci de vous connecter, merci. Je salue au passage le président de la FIDOF France qui est en ligne. Je salue tous les compatriotes qui sont en ligne. On va démarrer tout de suite notre belle séance de travail et d'entretien. Je voudrais en tout cas saluer les différents responsables qui sont connectés, les responsables des droits de l'homme, mais surtout les compatriotes d'Abidjan. Merci beaucoup à Ovadjab. Ovadjab qui est ce média qui nous permet tout le temps de changer avec nos amis de la Côte d'Ivoire, bien qu'étant ici, loin de la patrie. Je voudrais vraiment saluer tout le monde. Et puis, avant vraiment de démarrer, pour mettre dans les conditions, c'est vrai qu'il faut saluer quand même l'artiste Sandrine Droubli qui a sorti ces belles paroles aussi adressées aux divins pour la protection de la Côte d'Ivoire, l'unité de la Côte d'Ivoire, l'unité des fils et des filles de la patrie. Je voudrais aussi dire merci à cet ami et frère, ce compatriote artiste Zouglou Soumbil qui a été très bien inspiré pour cette prière. Et puis, tout à fait, en attendant 2 à 3 minutes pour démarrer, je nous invite aussi à aimer cet autre grand artiste, mon ami personnel, à qui j'envoie le bonjour depuis Bruxelles. Salut à toi, Serge Kassi. Merci beaucoup. Merci, Sergent. Ce morceau, il est culte parce qu'il n'a pas d'âge. Il transperce les époques. Et puis, il nous amène à nous interroger.
révolté. Wani hani ke iradi ni wadio mi révolté. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, bonsoir encore une fois. Merci. Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont connectés depuis Abidjan. Je vois Maître Roselyne Akaserikba. Bonsoir à toi, bien cher ami. Bonsoir au président de la FIDOP en France. Bonsoir à celui du Danemark. Bonsoir à celui de l'Angleterre. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, chers compatriotes. Merci beaucoup, Élisée Gadji. Merci infiniment. Merci. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de 1. Le report de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, qui est une évidence. Nous allons démontrer encore cette évidence ce soir. Et puis, nous allons évidemment parler de ce procès à la Cour pénale internationale, le procès du président Laurent Gbagbo, du ministre Charles Blé Goudé. Voilà les deux sujets qui sont à l'ordre du jour. Mais, au nom de la FIDOP, je dois commencer, évidemment, dans l'introduction, à aborder 2 ou 3 sujets. Très vite. Je vous promets de faire en sorte que cette émission tienne en une trentaine, maximum une 45aine de minutes. Voilà. Si vous avez remarqué, il est 15h13, donc 17h13. Si on peut finir à 18h, en tout cas 16h d'Abidjan, c'est parfait. Au nom de la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique, la FIDOP, nous voudrions protester vivement contre l'arrestation de ce jeune Ivoirien cyberactiviste, Serge Kofi, qui a été arrêté le jeudi 7 mai dernier à Abidjan. Vous me diriez, en réalité, Serge Kofi n'est pas plus que tous les autres. Mais il y a que, avec ce régime d'Abidjan, nous n'avons eu de cesse de dénoncer et d'interpeller le gouvernement, le chef de l'État. Mais aujourd'hui, c'en est de trop. Regardez les conditions dans lesquelles on va chercher ce jeune homme. Dans un quartier d'Abidjan, on aperçoit des corps habillés encagoulés, dans une allure à faire peur. Et on va chercher ce jeune homme, on le trimballe. Et à l'heure où nous parlons, il se trouve quelque part où personne ne sait. Il nous est parvenu que ce jeune homme serait torturé, maltraité par les forces de défense et de sécurité. En tout cas, nous sommes écœurés. Et comme nous pensons encore que nous sommes dans un état de droit, ce jeune homme est un cyberactiviste. Il dénonce les déviations, les violations, la malgouvernance du régime au pouvoir. Comme cela est de mise dans tous les États démocratiques, dans tous les États dits de droit dans le monde, partout en France.
Jamais un président n'a été aussi critiqué, n'a été aussi condamné, n'a été aussi attaqué sur les réseaux sociaux partout que le président français, M. Macron, Emmanuel Macron. Mais jamais on a vu des gens traqués, les cyberactivistes en France partout. Non. Ce que nous donne de voir le régime d'Abidjan ressemble à une Gestapo, à un état policier, beaucoup plus qu'à un état de droit. Et ce garçon se trouve aujourd'hui dans les mains, dans les griffes de cet état-là. Il nous est rapporté qu'il est maltraité, qu'il est torturé. Ce qui est tout à fait en violation des principes des droits de l'homme, le principe fondamental à l'intégrité physique, le droit à l'intégrité physique. Et nous nous appuyons sur la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, mais également sur la Constitution ivoirienne qui a été promulguée le 8 novembre 2016 par M. Ouattara. EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, qui est une organisation de l'opposition, a commis un avocat, Maître Toussaint Dako, vice-président de EDS, chargé des questions judiciaires. Maître Dako est allé donc, et bien sûr, EDS de concert avec le FPI du président Laurent Gbagbo, le Front populaire ivoirien. Parce que ce jeune homme, selon les informations qui nous sont parvenues, est un militant du Front populaire ivoirien, un cyberactiviste, comme il y en a partout dans le monde. Et donc un avocat a été commis dans un état de droit. L'avocat, en tout cas tout prévenu, toute personne interpellée, a le droit d'avoir un avocat. Et je parle quelque part sous le contrôle de Maître Aka, qui est une militante de la FIDOP et qui suit ce dossier depuis Abidjan. Maître Dako n'a pas eu le droit de rentrer en contact avec son client. Et il nous revient de plus en plus que ce jeune homme est maltraité, est torturé. Je voudrais ici, en tant que président de la FIDOP, interpeller le gouvernement d'Abidjan. Et particulièrement, je voulais interpeller l'actuel Premier ministre par intérim, M. Ahmed Bakayoko. M. Ahmed Bakayoko est ministre de la Défense, ministre d'État, ministre de la Défense. Bon, sans oublier qu'il est maire, Séguéla, député, enfin maire d'Abobo, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Monsieur le Premier ministre par intérim, je voudrais vous dire ceci. Vous savez que dans la Côte d'Ivoire nouvelle qui est en train de se dessiner, toutes les personnalités que nous respectons, en qui nous nous reconnaissons, qu'il s'agisse du président Laurent Gbagbo pour les uns, qu'il s'agisse de M. Ouattara pour les autres, ou encore du président Henri Konan Bédié, toutes ces grandes figures, ces personnalités, à un moment donné, leur époque sera passée. Il y a une génération nouvelle qui arrive, il y a une Côte d'Ivoire nouvelle qui arrive. Il faut savoir la penser, et puis il faut savoir être au rendez-vous de son époque. Vous savez que vous avez été ministre de l'Intérieur, et que c'est pendant que vous étiez ministre de l'Intérieur que M. Charles Blé Goudé et Dibopieux, M. Dibopieux, Jean-Yves, ont été capturés depuis l'extérieur. Je crois que c'est au Bénin, si ma mémoire est bonne, au Bénin ou au Ghana en tout cas. Et ils ont été rapatriés Manu Militari et torturés à la DST, à la direction de la surveillance du territoire. Avant que M. Charles Blé Goudé ne soit déféré, transféré à la Cour pénale internationale. Je voudrais vraiment interpeller M. le Premier ministre. Ce jeune homme, nous dit-on, est torturé. Vous en avez l'entière responsabilité. S'il y arrivait quoi que ce soit, nous n'irons pas chercher ailleurs. Nous n'irons pas chercher ailleurs. C'est vous qui êtes responsable. M. Ouattara est confiné à Assini. L'État de Côte d'Ivoire est sous votre responsabilité en tant que Premier ministre par intérim. C'est un message que la FIDOP a souhaité vivement que je vous transmette et je le fais. Et je prends également
la communauté internationale à témoin. Toutes les chancelleries qui sont accréditées en Côte d'Ivoire, qui disent surveiller le processus démocratique de la Côte d'Ivoire, qui font affaire en Côte d'Ivoire, nous vous prenons à témoin pour ce qui adviendrait à ce jeune homme. Il se nomme Serge Kofi. Tout le monde le connaît sur les réseaux sociaux parce qu'il donne des informations. Et donc, même si on lui reprochait quoi que ce soit, il a le droit d'avoir un avocat. Son avocat a été refusé, il a été éconduit. Et donc, nous vous interpellons. Nous interpellons la communauté internationale, nous interpellons les Ivoiriens sur cette situation. Ça n'est de trop. Et quelque part, on a envie de s'interroger. Même si, chez nous, les militants des droits de l'homme, il existe un adage selon lequel, lorsque la justice est saisie, tout le monde se dessaisit. Mais il y a de quoi s'interroger et refuser de se dessaisir de cette affaire. Parce que, finalement, on a l'impression que ce régime d'Abidjan, ce régime de M. Ouattara, fait 2 poids 2 mesures. Chaque fois qu'il y a des situations qui se présentent. Au fond, qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce garçon? Qu'on pourrait, comment dirais-je, à côté de ce qu'une femme députée a insulté toute la nation ivoirienne, mais aucun procureur n'a bougé. Elle n'a jamais été inquiétée. Parce qu'elle était quoi? RHDP. Parce qu'elle est députée élue. Elle a insulté toute notre nation en voulant régler des comptes de femmes. Mais parfois, il faut savoir être d'un certain rang, s'il vous plaît. Elle a insulté toute la République. Personne n'a bronché. Personne n'a bronché. Et on va là sur les réseaux sociaux prendre une jeune fille parce qu'elle aurait relayé, comment dirais-je, une tombe, un corps profané de ce garçon. C'est vrai que nous l'admirions tous. Ce garçon, excusez-moi, ce garçon que nous admirons tous, Didier Arafat, mais parce que sur les réseaux sociaux, depuis sa maison, elle aurait partagé une information, vérifiée ou pas, elle a croupi en prison. Mais à côté, il y a une députée élue de la nation qui insulte toute la nation avec des gestes, mais des propos, mais outranciers. Elle n'a pas été inquiétée. Elle n'a jamais été inquiétée. Autre exemple, les religieux catholiques ont voulu faire une marche le 15 février, une marche brillante pour demander aux divins de protéger la Côte d'Ivoire, de rassembler, de faire parler les politiques entre eux, pour que ce pays recouvre la paix et que les élections qui arrivent ne soient pas meurtrières comme celle de 2010. Mais ils ont été menacés par des Ivoiriens. Ils ont été menacés. Et parmi les images que nous avons vues, il y a un certain Al-Mustafa. La République a fait quoi? La République, là, elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Pourtant, quand il s'agit d'aller prendre des personnalités qui se regroupent dans un endroit pour dire on fête un anniversaire ou des machins, les artistes, ce ne sont pas des exemples, mais je compare. On a flanqué 6 mois de prison à certains artistes. Hein? Mais quand les fautifs sont du RHDP, ils font l'éloge de ce régime, ils sont protégés par la République. 2 poids, 1000 mesures, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et les microbes. Quand je vois des policiers encagoulés descendre dans un quartier pour aller prendre un jeune cyberactiviste comme si c'était un terroriste, un assassin, un criminel. Mais les microbes qui pullulent dans la République, ces enfants en conflit avec la loi, comme vous les nommez docilement, parfois c'est agaçant. Parfois c'est agaçant. Donc j'ai voulu traduire cette révolte qui bouillonne en chaque militant des droits de l'homme que nous sommes. Mais il nous faut bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle. Et nous y travaillons. C'était notre première question d'introduction. Chaque fois que nous faisons maintenant les émissions, les collègues, les collaborateurs ont voulu que nous prenions les sujets d'actualité et que je trace les lignes pour tous mes compatriotes, mais pour tous mes collègues, mais pour tous les Ivoiriens, pour que l'on sache
que nous sommes des défenseurs des droits de l'homme et la République nous porte, nous tient à cœur. Les deux autres sujets qu'il y a à l'ordre du jour dans l'actualité et que nous aborderons prochainement, ce sont par exemple la question des plaintes portées contre M. Guillaume Soro à Paris. Et ces plaintes-là ont permis de ressortir un certain nombre d'informations, comme ce que nous apprenons, l'implication de la famille Ouattara dans le coup d'État, dans la rébellion, etc. Donc, la FIDOP est en train de réfléchir quelle attitude adopter. Qu'est-ce que nous devrions faire? Et je pense que dans les prochains jours, nous vous répondrons si nous agissons ou bien si nous regardons, nous observons d'abord avant d'agir plus tard. De la même manière aussi que nous plancherons sur la question des plaintes contre M. Guillaume Soro. Bon, il y a une plainte contre M. Guillaume Soro, mais pour nous, peut-être qu'il faut voir, il n'y a pas que Guillaume Soro, mais on vous dira plus tard. Le deuxième sujet dont nous parlerons également, la FIDOP est en réflexion, c'est le sujet concernant la Fédération ivoirienne de football, l'élection qui va y avoir lieu. Il y a un certain nombre d'informations qui nous inquiètent. Et en tant que militants des droits de l'homme, qui nous préoccupons de toutes les questions de la société, parce que la question du football, de faire des passions qui peuvent conduire à des violations graves des droits de l'homme. Parce que je dois préciser, la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme refuse, des droits de l'homme et de la vie politique, refuse d'être observatrice des violations et venir après dire la FIDOP condamne, il y a eu 1000 morts, il y a eu 2000 morts, on ne veut plus cela. Donc nous préférons intervenir en amont pour étouffer les violations des droits de l'homme afin qu'elles ne se produisent pas. C'est ce que j'ai appelé dans un de mes livres la théorie du médecin après la mort. Toutes les ONG des droits de l'homme dans le monde que j'ai eu le temps de visiter ou de fréquenter, elles agissent. On a toujours agi, moi-même y compris, comme des médecins après la mort. On ne dit rien. Lorsqu'il y a le danger, on est là, bras croisés, on se frotte les mains. Lorsque le danger se produit, les violations sont massives, gravissimes. Nous venons faire la litanie des morts, on compte les morts, on ne veut plus cela. Donc, s'il y a une situation dans la société qui peut entraîner des violations des droits de l'homme, nous préférons agir. Nous avons notre mot à dire. Au moins, il faut que le monde entier sache qu'on l'a dit. Il faut que le monde entier sache que la FIDOP l'a dit. Et c'est pour cela que le dossier concernant M. Guillaume Soro, le dossier concernant la FIF, la Fédération ivoirienne de football, nous nous prononcerons cette semaine et on verra bien comment on réagit. Mais le plus important aujourd'hui, c'était vraiment de dénoncer cette arrestation, j'allais dire militarisée, sous forme de fanfaronnade, comme si la Côte d'Ivoire était un État policier plutôt qu'un État de droit. Et je dis, chers amis, je voudrais aborder avec vous, il n'y a que 2 sujets. Donc, si le temps est bon, oui, on est à 30, on a commencé il y a à peu près 10 minutes, je pense qu'on peut être tranquillement dans le temps. En 30 minutes, on peut traiter de cette question de fond à comble. Le premier sujet de cet entretien, c'est la présidentielle de 2020 à reporter comme étant une évidence. Chers amis, je voudrais vous dire ceci. L'élection présidentielle qui est prévue constitutionnellement le 31 octobre 2020, nous serions les plus heureux si elle se déroulait à la date indiquée. Parce que nous sommes des militants des droits de l'homme, nous respectons la constitution de notre pays et nous voulons que la démocratie soit vivante. Mais il ne faut pas se voiler la face. Nous voulons des élections, mais des élections propres, des élections démocratiques. Dites-moi quelles sont les conditions qui sont réunies pour que l'élection qui se déroule, qui se prépare en Côte d'Ivoire, soit démocratique. Aucune. Aucune. Aucune des conditions pour qu'une élection démocratique ne se déroule en Côte d'Ivoire n'est réunie. Aucune. À commencer d'abord par le premier point,
la liste électorale. Mais, chers compatriotes, à quel moment allons-nous enrôler près de 6 millions au bas mot de personnes sur la liste électorale? À quel moment? À quel moment? Ce régime d'Abidjan, il a eu tout le temps. Il a eu tout le temps pour le faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a instauré 2 conditions qui ont bloqué tous les Ivoiriens. La première condition, c'était qu'il demandait aux Ivoiriens de payer 5 000 francs. Mais attendez, les populations, mais parfois il faut connaître le peuple qu'on gouverne quand même. Les Ivoiriens se disent quoi? Moi-même, je cherche de l'argent pour nourrir ma famille. Vous voulez que je paye 5 000 francs, pourquoi? À l'effet d'aller voter, mais quand je vote ces gens-là, est-ce qu'ils me connaissent? Donc les populations ne se sentent pas concernées. 5 000 francs, c'est trop. Et c'est inopportun. Deuxièmement, si vous voulez enrôler environ 6 millions de personnes dans toute la Côte d'Ivoire, mais pourquoi vous créez à peine 150 bureaux, 150 sites d'enrôlement? Pourquoi? Pourquoi vous ne démultipliez pas? Vous avez de l'argent? Mais vous avez de l'argent? Mais pourquoi au nord, vous payez les 5 000 francs de vos parents? Et puis vous oubliez tous les Ivoiriens qui vous ont élus, soi-disant, pour qui vous êtes au pouvoir. Donc, les Ivoiriens ne se sont pas sentis concernés. Au stade où nous sommes aujourd'hui, par quel miracle vous mettriez, vous enregistreriez sur la liste électorale 6 millions de personnes? C'est impossible. C'est impossible. Et même les conditions de l'enrôlement posent problème. On nous a fait parvenir à la FIDOP une fiche du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, je crois signée par le ministre lui-même, je crois que c'est M. Kambiré, on ne sait même plus comment il s'appelle, c'est le ministre de ce RHDP là. Bon, bref. Donc, on a aperçu une note dans laquelle il est dit que des dispositions particulières devraient être prises pour que, comment dirais-je, l'enrôlement se fasse. Parce que n'oubliez pas, l'opposition a été catégorique. Elle dit, pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut soit la carte d'identité, soit le certificat de nationalité. Mais pourquoi l'opposition peut le dire? Mais on peut comprendre aisément. Et quand j'ai vu un peu dans les documents, je pense que c'est une bonne proposition qui est venue de nos amis du PDCI RDA du président Henri Konan Bédié. Chapeau, merci. C'est une décision que nous saluons, que nous soutenons. Mais pourquoi nous soutenons pareille décision? Pareille décision. Mais simplement parce que les gens du RHDP là, ils nous ont dit, à toute la Côte d'Ivoire que eux, ils n'ont pas honte d'enrôler des étrangers sur la liste électorale pour gagner. Et je dis toujours aux gens que si ce sont des citoyens ordinaires, des citoyens lambda, qui à Abobo, qui à Yopougon ou à Port-Boué disaient cela, chers amis, on aurait pu comprendre. Mais cela vient quand même d'un ministre. Fut-il zélé ou éparpillé, mais c'est un ministre de la République. Et un pion essentiel de ce RHDP-là, qui l'a dit. À partir de ce moment-là, vigilance oblige. Parce que il ne s'agit pas d'aller à une élection pour aller à une élection. La Côte d'Ivoire a trop souffert pour que n'importe qui n'a pas le droit d'être sur la liste électorale aille voter. C'est le président de la République. Il s'agit du président de la République, de notre Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'élire n'importe qui ou n'importe quoi. Ce sont les Ivoiriens et les Ivoiriens seuls qui doivent décider du dirigeant qui doit avoir les rênes de la République. Il faudrait que cette question soit très sérieusement traitée et analysée et adoptée. En tout état de cause, il faut un consensus entre toutes les parties. C'est obligatoire et c'est indéniable. C'est pour cela que nous sommes sereins. Pour dire que cette élection-là, il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir, qui pensent qu'elle aura lieu ou bien... Non, les conditions ne sont pas réunies. Il faut un miracle. Pourquoi? Parce que
les conditions ne seront même pas réunies parce que le pouvoir lui-même, il n'est même pas dans cette logique. C'est quelqu'un qui a un pouvoir qui a envie de faire un passage en force. Donc, les conditions objectives pour que l'élection se déroule, ce n'est même pas leur problème. Ce qui les intéresse, comment tripatouiller pour pouvoir gagner aussi facilement. Bon, en attendant, continuons de souhaiter prompt rétablissement à leur candidat qui se trouve en traitement en France. Que Dieu entende nos prières. La deuxième condition qui nous amène à dire que cette élection, elle ne peut même pas se dérouler, c'est la question du code électoral. Mes chers amis, le code électoral, on n'est pas encore d'accord avec le code électoral. C'est pour établir un code électoral consensuel que ce régime a demandé à l'opposition de venir à des discussions. Les discussions n'ont pas encore eu lieu. Les discussions n'ont même pas encore bougé, qu'elles sont interrompues et le chef de l'État, de façon unilatérale, tel un Manitou, tel un gouverneur de ce pays, sort le même artifice par ordonnance, il adopte un code électoral. Bon, ce code électoral, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Parce que, tenez-vous bien, moi je suis là avec mes amis pour alerter. Parce que si vous ne menez pas le combat qu'il faut, ce n'est pas la peine d'aller discuter les résultats. Nous, je vous ai dit, pour ceux qui nous suivent très bien, il vaut mieux travailler en amont plutôt que de travailler en aval. Si vous n'avez pas mené le combat, et ça je parle aux Ivoiriens, mais je parle à l'opposition, mais je parle à quelqu'un qui m'écoute. Si vous n'avez pas mené le combat en amont, le combat de la liste électorale, le combat du code électoral, le combat de la commission électorale indépendante, n'allez pas mener un combat pour les résultats. N'allez pas mener de combat pour le résultat. On ne vous suivra pas. C'est pour cela que nous prenons le temps de bien expliquer les choses pour que tout le monde comprenne. C'est un enjeu capital. La liste électorale problématique. Tout le monde doit y voir clair. À 3 mois de l'élection, au moins, il faut que la liste électorale soit disponible et que vérifiable par tous les Ivoiriens pour que nous dénoncions les non-Ivoiriens qui s'y trouvent. C'est clair. Deuxièmement, le code électoral, il faut qu'on soit d'accord. Il ne s'agit pas de dire ce qui est dedans. Dans le nouveau code électoral ne fait peur à personne. Oui, il faut payer 50 millions. Oui, il faudrait qu'on ait des parrainages. Ça, c'est rien du tout. Une fois, nous avons fait une déclaration pour dire, même si la caution est à 1 milliard, les Ivoiriens trouveront les 1 milliard. Mais le régime RHDP s'en dira. C'est clair. Même si M. Ouattara mettait la caution à 1 milliard, il y a des fils de la Côte d'Ivoire qui trouveraient les 1 milliard. On s'arrangerait pour les trouver. Mais ce régime s'en dirait. Ce n'est pas de l'argent. Un président de la République, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas son compte en banque. Ce n'est pas son compte en banque. Qu'est-ce qu'il peut apporter à la République? Qu'est-ce qu'il vaut? Et puis quel est le lien qui le rattache à la République? Quel est l'amour qui le rattache à sa patrie? Voilà des conditions. J'en parle dans un de mes livres. Qu'est-ce que c'est que le président de la République? C'est qui? C'est quoi un président de la République? Donc, chers amis, il a mis dedans, oui, il faut payer 50 millions. Après, il a mis autre chose là, il faut un parrainage. Mais ça, ce sont des questions qui se décident avec les fils et les filles du pays. J'aime pas la formule de M. Ouattara. Elle est méprisante, elle est insultante pour l'Ivoirien que je suis. C'est un peu comme si quelqu'un est assis dans son salon. Et puis une fois, d'ailleurs même il a fait cette réflexion publiquement, il a dit, je suis en train de voir s'il faut monter la caution à 200 millions, 250 millions, parce que je ne veux pas qu'il y ait trop de candidats. Mais toi, tu es qui? Je me permets de poser la question ainsi. Ça ne se fait pas dans le salon de quelqu'un, c'est la République, mon sang. C'est notre République. Donc il faut un peu... C'est insultant, je me sens insulté quand le président décide de lui seul comment va évoluer mon pays. Pourquoi? Au nom de quoi? En tant que qui? Non, ce n'est pas l'héritage de quelqu'un. C'est notre patrie, à nous tous.
S'il vous plaît. Donc, discutons-en ensemble et prenons les bonnes décisions. Ne nous insultez pas. Ne nous insultez pas. Voici les 2 points. 1. La liste électorale, elle n'est pas prête, elle ne sera pas prête. 2. La question du code électoral, adopté de façon unilatérale. On n'est pas d'accord avec cela. Ce débat-là, il doit avoir lieu. 3e point, la question de la commission électorale indépendante. Elle est toujours problématique, elle est toujours sur la table. Et là-dessus, je voudrais me permettre de dire ceci. Parce que souvent, nos compatriotes sont perdus. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Oui, mais l'opposition, où est l'opposition? Et j'ai vu récemment que, je crois que c'est le mercredi 6, il y a eu un atelier, un séminaire qui a été organisé à Abidjan. Je parle maintenant de la commission électorale indépendante, qui n'est pas une commission consensuelle, dont le président provisoire n'est pas validé par l'ensemble de la classe politique et l'opposition. Et je voudrais lui dire à M. Culbert Koulibaly que ce n'est pas parce que il a organisé un séminaire auquel l'opposition a participé, au PNUD, au Programme des Nations Unies pour le Développement, qu'il va croire que l'opposition a gobé cette CEI-là. Non. L'opposition agit avec intelligence. Et je voudrais saluer ici leurs excellences, les présidents Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo, pour avoir donné instruction aux 2 coalitions pour participer à ce séminaire. Je voudrais les saluer parce que c'est une opposition responsable et nous ne sommes pas gênés d'appartenir à une telle opposition, à une telle coalition pour mener le combat ensemble pour la patrie, pour sauver notre pays. Lorsque la pandémie du coronavirus est advenue, les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ont signé une lettre, une déclaration rendue publique dans laquelle ils ont donné instruction à l'opposition, aux 2 plateformes, à tous, de baisser la garde, de calmer le jeu politique pour faire face au coronavirus. Ça, c'est responsable. Et je dis bravo. Et je dis bravo. Quelque part, quelqu'un peut me dire, oui, mais, Dr Boga, mais pendant ce temps, vous continuez de critiquer, de critiquer, de faire, si vous voulez faire de la politique, critiquer, dénoncer. Oui, Dr Boga est membre de EDS, il en est le 5e vice-président, chargé des questions de démocratie et des droits de l'homme. Mais Dr Boga est militant des droits de l'homme. Et même dans le coronavirus, il y a des violations des droits de l'homme qui se font, qui se commettent de jour en jour. Je peux rester là à satiété pour citer cela. On nous parle de couvre-feu. Dans le couvre-feu, on prend des pauvres citoyens ivoiriens, on les amène à la Maca. Dans le coronavirus, on s'en va les superposer à la Maca. Et pendant ce temps, les juridictions de Côte d'Ivoire ne fonctionnent pas à cause du coronavirus. Donc cela veut dire quoi? On prend quelqu'un qui peut-être a été débordé, il n'a pas respecté 21 heures, il fait 21h15, 21h30, on le prend, on le maltraite, on lui demande de danser, de chanter, et s'il n'a pas, on le jette à la Maca, et il va passer tout ce temps là-bas, à la Maca, mais il y a un problème, il y a un problème. Que de violations des droits de l'homme. On nous dit on distribue de l'argent. Il dit on va auditer cette distribution d'argent. On va auditer cet argent que l'on dilapide à récompenser des parents. Parce que si vous avez payé 7 000 francs, 5 000 francs pour vos parents, pour qu'ils prennent la carte nationale d'identité, maintenant que vous avez justifié la sortie massive de 13,3 milliards, l'occasion est belle pour aller les nourrir. Et vous allez nous dire, oui, il n'y a pas de rattrapage ethnique. Le mot rattrapage ethnique, c'est nous qui l'avons inventé par hasard. Hein? C'est nous qui l'avons inventé. Donc, chers amis,
Je suis en train de vous dire que c'est en toute responsabilité que l'opposition a dit qu'elle baisse la garde. Mais entre-temps, le PNUD, cette agence des Nations Unies, ce programme des Nations Unies pour le développement, invite l'opposition pour parler de l'élection. Mais l'élection, l'opposition a participé et je voudrais féliciter encore une fois notre représentant qui est allé, qui a participé aux travaux. Pourquoi il faut le faire? Pourquoi je considère que c'est une bonne stratégie assez intelligente de la part de l'opposition de fonctionner. Je salue au passage le président Ari Konan Bédié, encore une fois, le président Laurent Gbagbo, encore une fois, le président Georges Amaouanien, qui est sur le terrain pour EDS. Pourquoi? Parce que si nous sommes des patriotes dans l'âme et dans l'esprit, notre première préoccupation doit être la paix en Côte d'Ivoire. Et j'aime cette démarche de l'opposition qui refuse le bras de fer jusqu'au bout. Parce que à la dernière minute, quand on n'aura plus le choix, le monde entier comprendra qu'on n'avait plus le choix. Donc oui, il faut négocier jusqu'au bout. Il faut donner toutes les chances à la paix. Et c'est pour cela que l'opposition est allée, par exemple, à cette rencontre. Et c'est l'occasion encore pour interpeller les Nations Unies, pour dire, nous venons ici, non pas pour valider ou avaliser ce que la CEI va dire ou faire. Nous venons pour vous dire, voici nos positions, voici nos conditions. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est pour cela que je soutiens cette démarche. Si elle avait été autrement, je l'aurais dit. Je l'aurais fait savoir au président Georges Amaouanien. Mais non, nous sommes d'accord avec. Chaque fois qu'il y aura des occasions de parler, allons parler. Chaque fois qu'on nous invitera pour parler, allons parler. Mais nous parlerons jusqu'à ce qu'à un moment donné, on soit muet et qu'on agisse. Parce que, chers amis, nous devons parler, mais à un moment donné, nous devons agir pour sauver la patrie. C'est ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce qui s'est passé en Italie? Mais j'ai fait pareil en Italie. Avec les amis du FPI, de l'UNG, tous les leaders qui sont en Italie. Nous nous sommes regroupés dans une plateforme. On a contacté un certain nombre de leaders italiens, des ambassadeurs, des journalistes. Je salue au passage notre ami Fagiolo. Et tout ce groupe-là, nous nous sommes réunis et on a adressé un courrier spécial d'alerte au pape François pour lui dire l'élection de 2020 qui arrive en Côte d'Ivoire, elle est dangereuse. Je voudrais saluer Nicoletta. Merci. Merci Nicoletta. Nicoletta Fagiolo. Donc, elle s'est mise avec nous. Elle qui est basée à Rome. Nous, on a fait la rencontre à Brescia. Je crois que c'est Brescia, oui, à Brescia. Et on a tout mis ensemble. On a signé le document et on l'a acheminé. Par courrier recommandé spécial direct chez le pape. Parce qu'on a saisi le Saint-Père pour lui dire, attention, il y a danger. Hier, vous avez dit que la Côte d'Ivoire, il y avait 3000 morts. Mais les 3000 morts ne sont pas tombés du ciel. Aujourd'hui, on ne veut même plus un seul mort. Donc, il faut agir. C'est ce que nous faisons. Et c'est pour cela que je suis d'accord avec EDS. Je suis d'accord avec la CDRP. Je suis d'accord avec les leaders de l'opposition qui pensent paix. Je vais plus loin encore. Qu'est-ce que l'opposition a fait encore? L'opposition a dit, ok, le débat concernant la CEI, nous le transférons devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et ça, j'avoue que on peut dire que c'est paradoxal. Il faut des gens de paix pour agir ainsi. Parce que M. Ouattara nous invite à la violence. Il nous invite à la confrontation, mais chaque fois on est obligé de calmer le jeu. Parce que le fait d'aller à la Cour africaine des droits de l'homme, chers amis, soyons un peu logiques. Je prends le dossier de M. Guillaume Soro. Quand M. Guillaume Soro a trait le régime de M. Ouattara devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, M. Ouattara n'était pas obligé d'envoyer des avocats. Il a envoyé des avocats. Exactement comme l'APDH l'avait fait à l'époque, en 2016. Il a été convoqué. Il a envoyé des avocats. Chaque fois qu'il envoie des avocats, il est battu. Il refuse d'appliquer les décisions. Il envoie des avocats, il est battu. Il refuse d'appliquer les décisions. Cette fois-ci, nous attendons la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples concernant la commission électorale indépendante. La décision qui va sortir,
c'est là que vous allez voir que l'opposition n'est pas morte. Parce qu'on ne peut pas aller saisir des juges à l'extérieur et que toi-même tu participes à ce débat et puis lorsque la décision arrive, tu ne la touches pas. Ça, c'est ton problème. Mais la décision va s'appliquer. Et d'ailleurs, j'en parlais récemment avec un ami. L'opposition a même pris un risque. Parce que si la décision tombe et que la décision est en défaveur de l'opposition, mais elle va se plier. Donc, M. Ouattara doit comprendre que nous prenons des risques pour sauver notre pays. On a envie que la commission électorale indépendante change. Vous refusez de la changer pour éviter de nous battre et que vous ne tiriez sur des Ivoiriens. On s'est calmé, on a transporté le dossier devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Quand la décision tombera, vous devez vous plier. Et nous tous, nous allons nous plier. Mais si elle tombe en votre défaveur, vous devez l'appliquer. Parce que si vous refusez de l'appliquer, en ce moment-là, je pense que je n'en dirai pas plus, mais la responsabilité incombera à l'opposition. Et je dis toujours, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à l'opposition politique. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à la société civile. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Et que s'il y a un seul qui refuse de jouer son rôle, il s'en trouvera un Ivoirien qui jouera ce rôle. Et je ferai partie de cet Ivoirien-là. Je serai avec lui. En résumé de ce premier point, l'élection va être reportée et elle sera reportée. Parce qu'aucune condition n'est réunie pour qu'elle ait lieu de façon démocratique, de façon objective. Et vous savez, c'est dans l'intérêt même de M. Ouattara. Et je veux dire au président provisoire de la commission électorale indépendante, c'est dans son propre intérêt. Car, mesdames et messieurs, à quoi sert-il de valider, de fermer les yeux sur une telle commission électorale, de fermer les yeux sur une telle liste électorale, de fermer les yeux sur un tel code électoral, et puis après, d'aller contester les résultats pour brûler encore la Côte d'Ivoire? Nous n'en voulons plus. Je préfère encore que nous passions 1 an, 2 ans. Excusez. Parce que c'est la conclusion et je voudrais vraiment le marteler. Je préfère encore que la Côte d'Ivoire passe 1 an, 2 ans à préparer des conditions objectives pour une bonne élection plutôt que de courir et puis aller nous entretuer pour faire encore 1000 morts, 2000 morts. On ne l'acceptera pas. Et donc ça, c'est pour cela que pour nous, le report de l'élection est une évidence. Et le débat est clos. J'y reviendrai. J'avais promis et je n'oublie pas. J'ai promis une émission spéciale à M. Ouattara pour lui dire si il ne respecte pas le report de l'élection, pire, s'il ne respecte pas la mise en place d'un gouvernement des fils de la Côte d'Ivoire dans un seul but d'organiser une élection propre, nous allons lui dire ce que nous allons faire. Sauf, il n'y a pas d'armes. Nous, on ne sait pas manipuler les armes. On n'est pas allé à l'école pour ça. Deuxième point. C'est vrai, il est moins 5. C'est vrai que quand on développe ces questions-là avec passion, ouf, parfois, il faut... Bon, c'est aussi la déformation pédagogique. Il faut répéter pour que ça rentre très bien dans l'esprit, dans les oreilles de tout un chacun. Pour qu'on ne dise pas demain, on ne l'a pas dit. Alors, mais je vais être plus rapide sur la question du report du procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Le procès est reporté. D'abord, ils avaient fixé une audience le 11. Le lundi 11. Du 11 au 13, je crois. Mais finalement, à cause du coronavirus, le procès est reporté du 27 au 28. Et je crois que il y a des avocats de la défense, je crois que ce sont ceux du ministre Charles Blé Goudé, qui disent ne pas être d'accord avec les conditions. Là, il s'agit des conditions. Conditions selon lesquelles les juges ont prévu que l'audience se déroule par vidéoconférence, qu'il n'y ait pas de présence physique et tout. Donc, il y a un débat à ce niveau-là. Bon, ça c'est un débat de techniciens, mais ce débat ne nous empêche pas à nous autres de dire ce que nous pensons de ce procès. Et j'en aurai fini de l'entretien d'aujourd'hui. Chers amis, je vais faire deux choses, deux analyses. Pour
je ne parle pas pour les avocats, pour les sachants, pour ceux qui peuvent fouiller et puis savoir un peu. Mais je veux parler pour nos parents, pour nos compatriotes qui sont à Abidjan. L'audience qui arrive là, mais elle est capitale. Elle est très, très, très importante. Parce que c'est une audience qui pourrait, et je n'aime pas le conditionnel, parce que je suis un homme de conviction et de foi. C'est une audience qui va aboutir à la libération totale, enfin, du président Laurent Gbagbo. Totale. Et cette audience, il faut la comparer à l'audience qui a donné le grand verdict du 15 janvier 2019. Au verdict de l'acquittement. Donc, chers amis, c'est déterminant. Quand on a souffert pendant 10 ans et qu'on est si proche du but, je crois que ça sonne la fin de la fin. Ce procès, c'est la fin de la fin. Pourquoi? Parce que, en fait, tenez-vous bien, le 15 janvier, le président a été acquitté. Le ministre Charles Blé Goudé a été acquitté. Le même jour, on a même prononcé leur libération totale. Il se trouve que, depuis lors, ils ne sont pas encore totalement libres. Ils sont acquittés, totalement. Mais ils ne sont pas encore totalement libres. Pourquoi? Parce que la procureure a fait appel. Elle dit, l'acquittement là, elle n'est pas d'accord avec. Donc, on part. Ce qui va se passer maintenant là, c'est l'audience concernant l'appel de la procureure sur l'acquittement. Si bien que si elle perd, elle ne peut plus aller quelque part. C'est fini. Donc elle joue là son va-tout. Elle joue son plus gros prix. Elle a été tellement humiliée dans le processus que là, elle veut vraiment essayer encore. Mais c'est peine perdue. Donc, on se retrouve du 27 au 29 pour boucler la boucle, pour terminer avec cette affaire. C'est pour cela que cette audience est trop importante. Et de mon point de vue, si mes compatriotes ont compris l'enjeu de cette audience, l'enjeu, vous allez comprendre qu'en réalité, je suis un peu, moi je suis mal à l'aise personnellement, ça n'engage que moi. Je suis un peu gêné que les conseils de la défense luttent un peu sur les détails, parce que moi j'appelle ça des détails. Oui, peut-être que je suis novice, parce que je ne suis pas avocat de la défense. Donc, je me permets une analyse de novice. Que Maître Altit me le pardonne, que tout son conseil me le pardonne, que tous ses collègues, je veux dire, mais que Maître Knock, Maître Ndri, Maître Serizoku, Maître Bougnon, que vous me le pardonniez, mais je me permets cette analyse-là. Je me dis, nous sommes demandeurs. Nous voulons notre liberté. Les juges disent, même le 11 mai, venez audience. Pour moi, on s'organise pour y aller. De mon point de vue, ce n'est pas à nous de voir est-ce que c'est... Il y avait le coronavirus et ils ont programmé. Allons nous libérer. Pourquoi? Parce que moi, je sais qu'on sera libéré. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'on sera libéré. Je sais que le président Laurent Gbagbo sera définitivement libéré. Mais je suis persuadé que le ministre Charles Blé Goudé sera définitivement libéré. Et c'est en cela que j'aborde le deuxième point. Quand j'ai fini d'expliquer l'importance du procès, je vous donne maintenant pourquoi c'est un espoir final. Et en matière d'espoir, l'espoir c'est quoi? L'espoir n'est pas scientifiquement démontrable, sauf s'il y a quelques faits qui tissent, qui suscitent, qui donnent espoir. Mais en réalité, l'espoir, ce n'est rien d'autre qu'une prédisposition ou une disposition de l'esprit humain à aspirer à une situation meilleure que celle dans laquelle on est. Je reprends. L'espoir, c'est une disposition de l'esprit humain pour acquérir une situation meilleure, pour l'obtention d'une situation meilleure que celle dans laquelle on vit. Chers amis, en 8 ans qu'a duré ce procès, c'est l'espoir qui nous a fait vivre. Hein? C'est l'espoir. C'est l'espoir. Il n'y a que l'espoir. C'est comme un prisonnier.
il est condamné, il est entre 4 murs. S'il considère que la prison, c'est la fin de sa vie, il va mourir. Il va mourir en prison. Mais quand il sait, il prie, il espère qu'il va sortir, cela lui donne l'espoir, ça lui donne la vie, l'entretien de la vie. C'est pour cela qu'on dit l'espoir fait vivre. Chers amis, c'est l'espoir que nous avons entretenu pendant 10 ans. Le président Laurent Gbagbo est un homme de foi. C'est un homme d'espoir. Et les Ivoiriens l'ont démontré. On allait à la CPI, on allait manifester, mais on ne savait même pas où est-ce qu'on allait aboutir. On avait l'espoir. Et c'est ce que je veux dire à tous ceux qui sont impliqués dans ce procès. C'est l'espoir qui nous a fait vivre. Lorsqu'on dépensait des dizaines de milliers d'euros pour louer des cars, pour aller à la haie, c'est l'espoir. L'espoir qu'ils vont être libres. L'espoir. Et quand tu as l'espoir, l'espoir c'est pour tout le monde. Mais pour ceux qui ont la foi en Dieu, c'est la foi qui booste l'espoir. C'est la foi qui fonde l'espoir. Parce que quand j'analyse l'acquittement du président Laurent Gbagbo, c'est vrai que les juges ont fait du bon job. Maître Atik, même si de temps en temps, moi mon travail, c'est objectivement de critiquer. Même un ami, les avocats du président Laurent Gbagbo, du Michel Blegoudé, ce sont des amis, on est devenus amis. Je voulais saluer, comment dirais-je, Maître Barreau, qui est une bonne amie. On a découvert la jeune Naomi, Maître Naomi, qui est efficace. On a vu aussi Maître Altit, on ne le connaissait pas, mais il s'est révélé quelqu'un de posé, capable de dire les vérités, mais dans la froideur. Ils ont du talent. Maître Tounok, c'est pratiquement un professeur qui enseignait pratiquement à l'auditoire à chaque prise de parole. Et Maître Ndri, la révélation, mais cet ami là est incroyable. Maître Bouillon, etc. Et mon ami et frère, Maître Serizoku, voilà des jeunes talents. Très bien. Mais au-delà des talents intellectuels, il y a la foi. Il y a la foi. Blaise Pascal disait, là où ma raison ne peut plus agir, je dois la remplacer par la foi. Lorsque tu ne peux pas maîtriser une situation intellectuellement par la raison, dis-toi qu'il y a la foi qui fait le reste. Ce procès, on ne l'aurait pas gagné si on n'avait pas la foi. Et c'est pour cela que souffrez, tout intellectuel que vous êtes, souffrez que je dise 2 mots sur cette question d'espérance, de l'espoir, pardon, et de la foi. Et j'en aurais fini. Lorsque le président Laurent Gbagbo et Charles de Gouye devaient être acquittés, regardez les événements qui nourrissaient notre espoir. Des événements. On est en novembre. On a fini d'abord, avant novembre, on a fini les 82 témoins de la procureure. Le procès est suspendu, on ne sait même plus où on va. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on continue? Est-ce que c'est bloqué? Regardez très bien. Parce que parfois, il faut lire les signes du divin. Les signes du divin. Dans ce procès-là, il y a du divin. Souvent, nos enfants, nos étudiants disent, il y a Dieu dedans. Mais il y a du divin, chers amis. On est en novembre, tout est bloqué. Et puis, un matin, les juges disent, bon, les avocats de M. Gbagbo et Blegoudé, bon, est-ce que vous ne pourriez pas demander demander la mise en liberté provisoire de vos clients? Et je parlais une fois dans mes échanges avec le ministre Charles Blegoudé, il me disait, mon cher grand frère, moi, je ne demande jamais de liberté provisoire. Parce qu'il sait que ces gens-là, ils ne vont jamais me l'accorder. Donc, c'est comme si je me fatiguais. Mais cette fois-ci, il a été obligé de le faire puisque les juges eux-mêmes, ils ont demandé, ils ont suscité. Et donc, les deux parties ont fait les demandes de mise en liberté provisoire. Suivez très bien ce que je vous dis et j'en aurai fini. On est en novembre 2019. On introduit, demande, pourquoi ce que je dis est fondé. On a demandé 11 fois, 12 fois le président Laurent Gbagbo a demandé la liberté provisoire. Jamais il l'a obtenu. Jamais. On a tout inventé. Oui, son âge, sa santé, il ne va pas bien. Zéro. Et puis, on a écouté les 82 témoins de la procureure pour enfoncer le président. Et puis les juges ont compris que quelque chose cloche. Et ils appellent, on dit, faites une demande de liberté provisoire. Ils font la demande. On est en novembre 2019. Donc nous, on est pressés. On attend les résultats de cette demande, puisque c'est eux qui l'ont suscité. Ça traîne. On
on ne comprend pas. C'est dans cette période de latence où on attend le résultat des libertés provisoires que Abidjan s'est soulevé le 14 décembre 2019. Il est libéré, ils sont libérés. Tout Abidjan a explosé de joie. C'était une rumeur. Mais cette rumeur-là, elle s'est fondée sur quoi? Elle s'est fondée sur l'espoir. Parce que quand des juges demandent, mais vous sautez sur l'occasion, c'est un peu comme si, je vous donne une image. Vous avez un parent qui est banquier. Donc, supposons que c'est un jeune. Vous êtes jeune, vous avez un tonton qui est banquier. Il a l'argent. Et chaque fois vous êtes là, tonton, est-ce que je peux... Vous l'appelez de temps en temps, il n'a jamais répondu. Même son téléphone, ça ne sonne pas. Et puis un matin, il prend son téléphone et puis il vous dit, oui, Gervais, bon, écoute, rédige-moi une petite demande d'aide. Tu veux un peu d'argent, voilà, demande-moi une petite aide. Une petite demande d'aide. Mais attends, ce garçon, il va se dire, mais c'est sûr que je vais l'avoir, puisque c'est lui-même qui m'a demandé de faire la demande. C'est cet espoir-là qui a fait exploser Abidjan le 14 décembre 2019. Et même on a vu des images où la première dame, Simone Gbagbo, dans la joie, dans la liesse, avait remercié le ciel, avait remercié les patriotes de la diaspora et tout. C'était une rumeur. Comme il y a eu la rumeur, on attendait maintenant que, bon, les juges confirmaient ou infirmaient la rumeur. Dans la même période, les juges, encore eux, ils appellent les avocats du président et de Blé Goudé pour dire, est-ce que vous ne pourriez pas demander en même temps un acquittement total? Ah, vous dites, on n'a qu'à faire une demande pour liberté provisoire. Bon, nous on a fait, on est fatigué. Vous dites de faire, on a fait. Bon, on attend les résultats. Vous nous demandez encore de faire l'acquittement total. Et puis, ils se sont mis au travail. Chers amis, c'est l'échelonnement des faits. L'échelonnement des faits, l'addition des faits qui nous a abouti, qui nous a amené au 15 janvier 2020. Et le 15 janvier encore, il y a des faits qui ne trompent pas. C'est-à-dire que nous, on ne connaissait pas le verdict, mais on savait ce qui allait se passer. D'abord, le juge, il a violé une pratique de la CPI. En ce sens que, quand tu dois rendre une décision, la veille, ou bien en tout cas, tu t'arranges pour que les différentes parties aient déjà la décision. De sorte que le jour où tu la rends, ils puissent trouver moyen de réagir, s'ils sont d'accord ou ils ne sont pas d'accord. Mais le juge n'a dit à personne. Le juge, une autre afficheur, il n'a dit à personne. Il est arrivé le 15, il a surpris le procureur, il a surpris les avocats, il a surpris la fameuse avocate des victimes pro Ouattara. Il a surpris tout le monde et il a donné le verdict. Monsieur Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo, vous êtes acquittés de toutes les charges qui pesaient contre vous. Et mieux, vous êtes immédiatement libérés. C'était le 15 janvier 2020. Donc le procureur prit le coup, il dit, bon, calmez-vous, on revient le lendemain. Vous avez la nuit, réfléchissez. Le lendemain, on est arrivé et il a confirmé. Le 16 janvier 2020, l'acquittement confirmé. Et c'est comme cela que, voilà, les tractations ont commencé. Les gens de nuit, les sorciers blancs, noirs, tous, ils ont commencé à travailler pour que le président et le ministre restent encore en prison. Et ils y sont restés jusqu'à ce que le 1er février 2020, une autre audience soit fixée pour que les juges d'appel et autres puissent finalement les libérer. Et que le président puisse partir le même jour, la nuit. Chers amis, l'espoir fait vivre. Si nous avons pu tenir pendant 10 ans, c'est parce qu'on a espoir que ce monsieur et le ministre Charles Blé Goudé, le président, je veux dire, et le ministre Charles Blé Goudé seront totalement libérés. Donc, je veux dire aux avocats qu'il y a la dimension intellectuelle, certes, il y a la dimension des techniciens qu'ils sont, mais il y a l'autre aspect qui consiste en ce que ce procès n'est pas simple. Ce procès n'est pas simple. Donc, il faut vous armer de toutes les dimensions quand on a l'occasion. Le 27
et jusqu'au du 27 au 29, quelque chose d'extraordinaire va sortir de ce procès une fois pour toutes. Moi, j'ai l'intime conviction, mais c'est Dieu qui est Dieu. Voilà ce que je voulais dire, chers amis, sur ce procès, et je voudrais vraiment qu'on en finisse, parce que le président Laurent Gbagbo a sa place en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il aille nous aider à éteindre le feu dans ce pays. Les gens ne voient pas cela, mais nous, on pleure derrière lui, parce qu'il est celui qui peut venir parler et puis réconcilier la patrie. C'est Laurent Gbagbo qui peut le faire. C'est lui seul. C'est lui seul. C'est lui seul. Parce que même le président Bédié, si aujourd'hui on applaudit, mais il fait partie de ceux qui ont fait mal au président Laurent Gbagbo. Monsieur Guillaume Soro est aujourd'hui poursuivi. Il fait partie de ceux qui ont fait mal au président Laurent Gbagbo et à la patrie. Donc il n'y a que ce monsieur seul qui puisse venir parler aux Ivoiriens et ils vont oublier toutes leurs blessures. Et tellement il est un homme de paix, Laurent Gbagbo ne dira jamais allez-y faire du mal aux gens du Nord. Non, il n'a pas le temps pour ça. Ce sont des gens qui ont atteint un certain âge. Regardez ce que le président Bédié a fait aujourd'hui. Il se dit mais à quoi bon? J'ai besoin de sauver ma patrie. C'est comme ça qu'il a quitté Ouattara. Donc, chers amis, ce monsieur, on a besoin de lui pour réconcilier notre patrie. Et c'est pour cela que je dis à ceux qui le tiennent ici à Bruxelles, il n'a rien à faire ici. Le président Laurent Gbagbo n'a rien à faire à Bruxelles. On a besoin de lui pour réconcilier sa patrie. On a besoin de cet homme pour réconcilier son pays. C'est pour cela que j'en parle aujourd'hui et que je transpire. Parce qu'on ne fait même pas ça pour lui-même, mais on le fait pour la Côte d'Ivoire qu'il doit sauver. Laurent Gbagbo doit sauver la Côte d'Ivoire. Il faut que les gens comprennent cela. Même les pro-Ouattara, ils doivent savoir que le président Laurent Gbagbo doit sauver la Côte d'Ivoire. En tout cas, du côté du PDCI-RDA, du président Henri Konan Bédié, c'est déjà clair, la preuve. Ils ont signé même un accord dans lequel ils disent réconcilier la Côte d'Ivoire. Cela veut dire qu'ils ont fini par s'entendre sur l'essentiel qui constitue la patrie. Et moi, Boga, qui aime tant ma patrie, avec mes amis de la FIDOP et de Grande Afrique, je ne peux que soutenir ces personnalités-là pour sauver mon pays. Les hommes passent, le pays reste. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. J'ai fait 15 minutes de plus. Dieu merci, ce n'est pas trop exagéré. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je voudrais dire merci à tous les nouveaux membres de la FIDOP, ceux qui ont rempli les fiches, et tous, soyez les bienvenus. On prend toutes les dispositions pour qu'à Abidjan, vous soyez reçus par les membres du bureau de coordination à Abidjan. Ceux qui sont déclarés en France seront reçus. Ceux qui sont déclarés au Canada seront reçus. Dans les prochains jours, je ferai une adresse spéciale pour parler de ces questions. Mais je me réjouis déjà que parmi les personnes qui ont adhéré, je suis très heureux. Je suis très heureux qu'il y ait de tous les genres, qu'il y ait des hommes. J'ai été même touché par la décision prise par un homme de Dieu, un pasteur, de nous rejoindre. Bravo. Finalement, mon révérend Jules Marius Lata, tu ne seras plus seul du côté de Paris. Tu as ton confrère pasteur qui nous a rejoint à Abidjan. Il est à Yamoussoukro. Je salue aussi le pasteur, le prophète Fidèle, Fidèle qui est en Italie avec moi. Et merci beaucoup, mon prophète. Merci à toutes ces personnes qui ont adhéré. J'aurai l'occasion de vous saluer. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu sauve notre patrie, mes chers amis. Mais Dieu, pour sauver la Côte d'Ivoire, il passera par des fils de la Côte d'Ivoire. Vous et moi. Soyons prêts pour sauver notre patrie. Tant que c'est pour sauver la paix, on sera ensemble. Mais quiconque veut nous montrer une dictature qu'on ne peut plus boire au-delà de la lie, nous serons obligés d'agir pour sauver notre patrie. Que Dieu nous bénisse. Merci.